Nous allons ouvrir ce journal par un point sécuritaire dans le nord d'Israël. Oui, effectivement, Kevin, la nuit a été particulièrement difficile pour les habitants des localités du nord d'Israël. On peut parler d'alertes quasiment incessantes dues à des tirs de roquettes, de missiles et de drones par le Hezbollah à partir du sud Liban en direction de tout le nord de la Galilée occidentale jusqu'à Kiryat Shmona. Fort heureusement, on a recensé 2 blessés légers au cours de ces attaques. Il y a encore eu 2 tirs de drones ce matin, mais on peut dire que le reste s'est déroulé relativement, on va dire, sans faire trop de blessés ni de dégâts. Ce matin, les tirs ont repris à partir de l'Iran, en particulier dans le sud d'Israël, sans faire de blessés ni de dégâts. Tsahal a riposté massivement en bombardant des positions du mouvement chiite au sud Liban et dans le quartier de la Dahia à Beyrouth. Il faut souligner que l'armée de l'air a également frappé au cœur de Beyrouth. Oui, c'est l'hôtel Ramada qui a été ciblé, ou plusieurs chambres plutôt de cet hôtel qui ont été frappés. Pourquoi ? Eh bien parce que cet hôtel, qui est situé vraiment au cœur de Beyrouth et pas dans le quartier de la Dahia, abritait quelques dizaines d'officiers des gardiens de la révolution iranienne, membres du corps d'armée affilié au Hezbollah. Israël avait lancé vendredi un ultimatum de 24 heures exigeant à ces officiers iraniens, qui étaient donc au total apparemment 150, de quitter le territoire libanais. Ceux qui n'ont pas réussi à quitter à temps le territoire libanais ont donc apparemment été frappés par ce bombardement israélien. Et puis sur le front iranien, pour la première fois depuis le début de la guerre, Israël frappe des réservoirs de pétrole et d'essence iraniens dans la région de Téhéran, Daniel. Oui, c'est le porte-parole de Tsahal, le général Efi Defrin, qui a annoncé ce développement durant la nuit. Il a expliqué qu'il ne s'agissait pas de champs pétrolifères ni de raffineries, mais d'immenses réservoirs qui servent les gardiens de la révolution et qui sont situés en particulier dans la banlieue de Téhéran. Il s'agit d'immenses réservoirs de pétrole et d'essence qui sont situés pour la plupart près de la raffinerie, dans la banlieue de la capitale libanaise. Le porte-parole de Tsahal a souligné que Tsahal ne voulait pas détruire des infrastructures pétrolifères ou gazières d'Iran afin qu'elles puissent être ensuite utilisées par ce qui sera le nouveau pouvoir à Téhéran. Par ailleurs, Tsahal a également annoncé la destruction du site de Parchin, qui est considéré comme le principal site de production de missiles balistiques iraniens. En termes d'alerte en provenance d'Iran vers Israël, on en a enregistré plusieurs durant la nuit, en particulier dans le centre du pays, mais comme je vous le disais il y a quelques instants, également dans le nord, qui est donc doublement touché. Et puis une semaine après le début de la guerre, le Premier ministre s'est longuement exprimé dans une allocution à la nation. Oui, dans cette allocution, Binyamin Netanyahou a d'abord vanté le courage des soldats et de la population civile israélienne. Il a dressé un bilan des opérations militaires, soulignant en particulier l'élimination de Khamenei au premier jour de la guerre, de plusieurs dizaines de dignitaires du régime iranien et de plusieurs dizaines d'officiers supérieurs des gardiens de la révolution. Il a bien entendu rendu un hommage appuyé au président Trump, rappelant qu'avant même sa réélection, le président lui avait dit qu'il fallait tout faire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Le Premier ministre a également souligné qu'Israël avait un plan détaillé pour parvenir à faire chuter le régime de Téhéran. Le Premier ministre s'est également adressé aux citoyens iraniens. Oui, il leur a dit « L'instant de vérité approche ». La libération de l'Iran repose sur vous. Nous voulons vous aider à briser le joug de la tyrannie. Le jour approche où Iraniens et Israéliens redeviendront amis sincères. Monsieur Netanyahou a également promis que tous les gardiens de la révolution qui déposeront les armes seront protégés, mais les autres paieront le prix cher. À propos du Liban, monsieur Netanyahou a souligné que le gouvernement libanais était directement responsable de ce que faisait le Hezbollah sur son territoire. Vous devez endosser vos responsabilités, sinon vous en subirez les conséquences catastrophiques. Il faut désarmer le Hezbollah, a encore dit le Premier ministre. Le président Trump a déclaré qu'il ne cherchait pas à négocier un accord avec l'Iran. Oui, lors d'une conversation la nuit dernière avec des journalistes dans son avion qui le ramenait à Mar-a-Lago, Trump a affirmé que la guerre se terminera uniquement par une reddition sans condition des Iraniens, à moins qu'il ne reste plus personne pour se rendre. Mais le président a détaillé les succès de l'armée américaine au cours de la première semaine de guerre et il a affirmé qu'il n'avait pas l'intention d'envoyer des forces terrestres en Iran, en tout cas pas pour l'instant.
Et puis de manière assez inattendue, Daniel, l'Arabie Saoudite serait en train de négocier avec les Iraniens un apaisement après que les Iraniens aient attaqué plusieurs pays du Golfe. Oui, selon les agences Reuters et Bloomberg, des hauts fonctionnaires saoudiens ont dialogué ces derniers jours directement avec les Iraniens afin de tenter d'éviter une nouvelle escalade de la violence dans le Golfe Persique. Ce dialogue serait encadré par des diplomates occidentaux. Le message des Saoudiens serait double. D'abord, que les Américains ou les Israéliens n'utilisent pas le territoire saoudien dans leur confrontation avec Téhéran, mais que si les attaques iraniennes devaient se poursuivre dans le Golfe Persique, alors Riyad serait contraint de riposter. Ces pourparlers seraient à l'origine des excuses faites hier par le président iranien Pezeshkian et de sa promesse selon laquelle l'Iran n'attaquera plus les pays arabes du Golfe Persique. Cependant, peu après ces excuses, des tirs de missiles iraniens contre plusieurs pays du Golfe ont été recensés, ce qui laisse penser qu'il y a une rupture entre le pouvoir central à Téhéran et les forces iraniennes sur le terrain côté israélien. On constate en effet plusieurs indices de cette rupture, comme le chaos dans les rues et le désordre dans la répartition des tirs de missiles en direction d'Israël. Merci Daniel Haïk, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps reste ensoleillé. Il sera plus couvert en fin de journée avec des températures normales pour la saison. 15 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv, Haïfa, Natania et Ashdod et 21 degrés à Eilat. Plaisir d'être en ligne avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais avec vous tout de suite aborder le dossier qui est le plus brûlant, celui du Nord. On le voit, les habitants du Nord du pays ont passé une nuit blanche avec des dizaines et des dizaines de tirs de roquettes, de missiles, de drones en direction du Nord du pays. C'est apparemment quasi incessant. Et la question que je vous pose, c'est d'abord, est-ce que l'armée israélienne a lancé effectivement une opération terrestre au Liban ou pas encore? Est-ce qu'elle s'apprête à le faire? Quelle va être la réponse de l'armée israélienne à ces tirs incessants? Pour l'instant, l'armée israélienne a créé une zone tampon entre les villages frontaliers israéliens et le sud Liban. Et pour l'instant, cela suffit pour les besoins défensifs de la région. On est préparé à toute éventualité, certainement à avancer beaucoup plus au nord si jamais les choses vont empirer. Mais pour l'instant, les attaques que subit le Hezbollah sont de telle envergure qu'on n'a pas besoin pour l'instant d'aller plus loin. Il faut continuer cette opération de martèlement aérien et de ciblage de personnalités iraniennes, et cela va amener en fin de compte le gouvernement libanais à se séparer, à un divorce finalement formel entre le gouvernement des Saoudiens libanais et Je voudrais vous demander, est-ce que cette nouvelle zone de sécurité, est-ce que ça signifie qu'il y a plus de soldats sur le terrain, ou est-ce que finalement quels sont les changements par rapport aux 5 positions occupées par Israël à l'intérieur du sud Liban depuis le cessez-le-feu de 2024? Au-delà des 5 positions qui sont là depuis le cessez-le-feu, Israël a augmenté sa présence. On parle de 2 divisions de l'armée israélienne qui se sont déployées dans une bande qui sert, comme je l'ai dit, de zone tampon entre le Liban et les villages frontaliers. Pour l'instant, il y a naturellement les préparatifs de l'armée sont tels que si jamais on aurait eu besoin de cela, et je ne pense pas pour l'instant que c'est actuel, on pourrait avancer beaucoup plus au nord, je dirais jusqu'à joindre la Daria au sud de Beyrouth. C'est-à-dire qu'on peut envisager que l'armée israélienne puisse remonter presque jusqu'à Beyrouth? Écoutez, dans un état en théorie, oui. En théorie, oui. Actuellement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense aussi que les pressions internationales, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France et autres puissances étrangères, ont tout simplement demandé à Israël de ne pas avancer plus au nord. Et je pense que pour l'instant, comme je l'ai dit, la situation est telle qu'on se suffit de bombardements aériens, de bombardements de l'artillerie,
d'opérations spéciales comme celle qui s'est passée à Nabichi, à plus de 50 kilomètres de la frontière israélienne, des unités de commando de l'armée israélienne. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Quoique les plans sont déjà là, sont déjà mis sur table. Alors, parce que lorsqu'on parle, par exemple, dans les médias israéliens, même dans les journaux ce matin, on dit il y a encore 2000 terroristes dans la force Radwan, qui est la force d'élite, si l'on peut dire, du Hezbollah. Où est-ce qu'ils se trouvent, ces terroristes? Est-ce qu'ils sont au-delà du Litani ou alors est-ce qu'ils sont toujours au sud Liban? Alors voilà, c'est ce que on disait toujours, c'est ce que je prônais dans mes conversations avec vous, Daniel, c'est que le Hezbollah n'a jamais quitté le sud Liban. C'est tout simplement une escroquerie de la part du commandement de l'armée et du gouvernement libanais. Ils savent très bien que le Hezbollah se trouve au sud de la preuve. Alors, on a avancé de 3 kilomètres du côté de Al-Khiyam, à l'est de la bordure de la frontière, et on se retrouve face aux unités de Radwan dans un village frontalier libanais. Les tirs de roquettes, les tirs de missiles, les tirs anti-chars sont tirés à partir du Liban. Les deux au-delà du Liban, mais au sud du Litanie. Donc, je dirais que cette escroquerie finalement est dévoilée et elle dévoile encore la défaillance de cet État libanais, qui, je dirais, c'est un État qui est complètement défaillant, qui n'est pas capable de subsister. Ce qui est de plus, je dirais, accaparant, c'est le fait que le commandant de l'armée, le chef de l'armée, Rodolphe Haïkal, a tout simplement refusé de mettre en action la décision du gouvernement qui demande à désarmer le Hezbollah et à limiter ses activités militaires. La preuve, depuis la décision du gouvernement, eh bien, le Hezbollah ne fait qu'augmenter ses activités. Alors, une dernière question. Est-ce que pour vous, il est clair que tant que le régime à Téhéran n'aura pas été totalement détruit, le Hezbollah continuera à être menaçant? Ou est-ce que même après que le régime soit tombé, on aura encore à refaire des problèmes avec le Hezbollah même au lendemain de la chute du régime à Téhéran? Alors, Daniel, il faut comprendre, le Hezbollah aujourd'hui est isolé, il est sous du tenaille. D'un côté, Israël qui l'attaque. De l'autre côté, il y a Ahmadinejad, le Syrien, qui l'attend juste au point, parce qu'il a un compte à rendre aux Syriens. Les Syriens, le régime sunnite aujourd'hui, considère le Hezbollah comme un ennemi mortel qu'il faudrait éliminer. Et il a tout simplement déployé des forces sur la frontière, prêtes à agir du côté libanais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation de Hezbollah est précaire. Il est en train de se battre pour survivre. Et sa survie, tout simplement, dépend, comme vous l'avez dit, du fait que l'Iran est toujours là. À partir du moment où l'Iran disparaîtra comme régime d'Ebola, eh bien, il n'aura aucune raison de subsister militairement. Eh bien, Jacques Neria, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces derniers développements, en particulier donc sur ce qui se passe actuellement au-delà de la frontière israélo-libanaise. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Jacques. À bientôt. Voilà, il est 8h. Nous sommes, je l'espère, en ligne dans quelques instants avec le professeur Nathan Lévy-Falk. Nathan, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. On est heureux de vous retrouver d'une certaine manière, mais un peu triste de vous retrouver dans des circonstances toujours difficiles. On s'est parlé pendant la guerre, au début de la guerre, pendant presque 2 ans ou 1 an et demi, jusqu'à ce cessez-le-feu au Liban, à partir de Naharia, où vous aviez trouvé d'une certaine manière une chambre d'hôtel et où vous viviez pendant que vous avez vécu pendant longtemps. Maintenant, vous êtes de retour chez vous à Rosh Hanikra. Rosh Hanikra, pour nos auditeurs, ceux qui ne le savent pas, eh bien, c'est vraiment à quelques dizaines de mètres, on va dire, de la frontière entre Israël et le Liban. Alors, je voudrais d'abord que vous nous donniez un aperçu de la nuit que vous avez passée. La nuit dernière, comme les nuits précédentes, des nuits difficiles, vraiment très très difficiles. Très peu. On a des alertes toutes les heures, toutes les 2 heures. On se rend dans le malade. Donc c'est un petit peu compliqué. Il faut se lever en catastrophe. On a du mal à retrouver ses esprits, savoir ce qui se passe. Et on a en permanence des alertes ou des prêts. Donc depuis une semaine, on dort peu. Que vous nous parliez des alertes et des pré-alertes. En fait, il faut rappeler à nos auditeurs
que dans le nord, et en particulier là où vous êtes, il n'y a même pas quelques secondes de délai pour se réfugier dans une chambre blindée, n'est-ce pas? C'est pratiquement instantané. L'impact se fait quelques secondes avant l'alerte, qui est très courte. Alors comment ça se passe concrètement? Les gens se précipitent dans les chambres blindées ou comment vous faites-vous concrètement? Alors, moi en plus j'héberge mes 5 ont 3 petits enfants. Donc ils viennent dans le mamad avec nous. Donc le pire c'est le stress de ces gamins qui hurlent, qui pleurent, qui font un stress horrible. C'est épouvantable ces gamins, c'est absolument horrible. C'est tôt, dès tout début de la guerre, le lendemain, on a eu de nombreuses alertes. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que par rapport à ce qui s'était passé après 2023, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il s'agisse du même type de munitions qu'on avait avant. On avait des roquettes et aujourd'hui, on a l'impression qu'il s'agit plutôt de missiles. Alors, la seule chose moins désagréable sont les drones qui sont envoyés. Ces drones, généralement, ils passent par l'Est. Tout un détour avant d'arriver jusqu'à Rosh-Nikra, ce qui nous laisse un petit peu de temps pour se protéger, se mettre à l'abri. Ah oui. Et alors, il semble qu'il y a aujourd'hui une sorte de colère de la part des habitants. Je ne sais pas si vous la reflétez, cette colère, de la part des habitants du Nord, ceux qui sont véritablement dans les localités frontalières, qui disent pourquoi finalement il y a un seul et même traitement au niveau de la défense passive pour l'ensemble du territoire israélien qui est sous les menaces des missiles iraniens, et nous qui sommes sous des menaces beaucoup plus urgentes et beaucoup plus dangereuses. Non, alors je ne partage pas du tout cette colère. Ce que je veux dire, c'est que au bruit des missiles et des éléments sécuritaires qui se passent le long de la frontière, on a les avions en permanence qui passent au-dessus de la maison. C'est basse altitude. Et on sait que nos pilotes font un travail absolument remarquable. Donc on les entend, on a de plus à Rosh Hanikra, on est assez proche du trou de fer, on a toute une artillerie. En fait, on est un peu pris en sandwich entre la riposte italienne et les attaques libanaises. Mais alors, est-ce que vous vous posez la question... Globalement, on n'a pas ce sentiment de sécurité. Est-ce que vous vous posez, Nathan, la question de savoir est-ce que finalement, pourquoi on se retrouve dans une telle situation aujourd'hui alors que normalement, en fait, les autorités israéliennes, même l'armée avait dit que le Hezbollah était défait après le cessez-le-feu de 2024 et on voit concrètement que le Hezbollah continue à être dangereusement efficace, malheureusement. Il a été en grande partie défait, ça c'est clair. Mais c'est ce que j'avais dit à I24 News il y a quelques mois. Malgré le travail exceptionnel de nos soldats sur le sol et le travail de l'aviation et des renseignements, l'Iran a continué à réalimenter le Hezbollah en finance et en matériel militaire. Ce qui fait que le danger est revenu, c'est évident. Et donc tant qu'on n'aura pas réglé le problème définitif de l'Iran, on ne sera pas en sécurité. Alors comment, à votre avis, on règle ce problème ? Eh bien, on va commencer par dire un grand merci à Bibi, au président Donald Trump, d'avoir initié cette guerre Iran et de nettoyer le terrain, ce qui permettra, j'espère, à la population iranienne de reprendre les rênes de son destin et de son pouvoir sur place. Et ensuite, je pense que les choses iront beaucoup mieux. Pour vous faites un lien direct entre la chute du régime à Téhéran et on va dire une sorte de neutralisation du Hezbollah. Oui, très clairement. Et on le voit très bien, d'ailleurs, leurs attaques sont assez coordonnées. L'Iran balaye plutôt le centre du pays, un peu le nord.
Mais le Hezbollah balaye le nord avec ses missiles et ses drones en permanence. On voit qu'il y a une certaine forme de coordination entre les deux structures. Et là-dessus, il faut rajouter qu'il y a aussi des menaces iraniennes. Vous avez été, par exemple, dans une chambre blindée à la suite d'une menace iranienne ces dernières 24 heures, on va dire? Ces dernières 24 heures, non, mais il y a quelques jours, oui. Alors concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous soutenez la décision du gouvernement de maintenir la population dans les localités, de ne pas évacuer ces localités comme cela avait été le cas au lendemain du 7 octobre? Oui. Alors ça, c'est une très bonne question. Le maintien de la population frontière, moi je suis à peine à 100 mètres de la frontière, donc je vois bien ce qui se passe de l'autre côté. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le risque d'infiltration et d'invasion est très, très limité. Ce qu'on craignait en octobre 2023, c'était ce qui était programmé, c'est l'invasion d'Israël par le nord, avec une activité qui est proche de celle qui s'est passée dans le sud. Donc à ce stade-là, ici en Israël, au nord du pays, le risque me paraît très limité. Et le fait de rester ici est risqué, mais je ne sais pas si c'est beaucoup plus risqué que d'être à Tel Aviv sous les roquettes et les missiles. Vous, à Rosh Hanikra ou dans la région, vous avez le sentiment qu'il y a une présence accrue des forces de Tsahal, peut-être des unités qui se préparent à rentrer à l'intérieur du Sud-Liban? On en a vu beaucoup, on les voit un peu moins maintenant. Je pense qu'ils sont prêts sur leur déplacement. Mais on sait qu'ils sont là. Eh bien, professeur, et dernière question, puisque vous êtes aussi vous-même professeur à l'hôpital de Naharia, et comment l'hôpital réagit dans ces circonstances? Est-ce qu'il est rentré en état d'urgence, comme cela avait été le cas au moment de la guerre, c'est-à-dire avec le déplacement des malades dans les sous-sols? Oui, ça a été fait très, très rapidement. C'est le cas depuis une dizaine de jours d'ailleurs. Les malades qui étaient évacuables ont été chez eux et les autres ont été placés dans le sous-sol, qui était un sous-sol qui est assez bien blindé et bien protégé. Mais l'hôpital hier a été impacté par des missiles. Donc, encore à l'hôpital, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais aller voir ça tout à l'heure. Bien, professeur Nathan Lévy-Falk, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On ne peut que vous souhaiter d'aller vous reposer, de passer une journée plus sereine que la nuit dernière. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne continuation et à bientôt. Protégez-vous bien là-bas. Merci à vous aussi. Une semaine après le déclenchement de la guerre, les manchettes des quotidiens israéliens et des sites d'information de ce matin nous donnent un double sentiment. Le premier, c'est celui d'être passé à une nouvelle phase dans l'opération Rugissement du Lion. Et la seconde, c'est que nous sommes encore loin de la fin de la confrontation. Et pour cause, en première page des deux grands quotidiens israéliens, le Israël Hayom et le Yediot Ahronoth, des photos impressionnantes de bombardements de réservoirs de pétrole par Israël, quelque part dans la banlieue de Téhéran, des bombardements qui ont provoqué d'imposants incendies. Le Israël Hayom titre ce matin en manchette « Frappé au cœur du pouvoir, le pétrole iranien s'embrase ». Quant au Yediot Ahronoth, il écrit « Sans interruption » pour parler également donc de ces bombardements. Et en sous-titre, les deux journaux parlent de pilonnage intensif de Tsahal en Iran. Le Israël Hayom titre sur l'entrée en scène des B-52 américains, désormais au quotidien. Le Yediot Ahronoth parle d'une pluie de missiles dans le Golfe Persique et une première différence d'approche entre Washington et Jérusalem. Dans le Israël Hayom, les Israéliens voudraient le remplacement du régime des ayatollahs, mais les Américains pourraient se contenter de changer la direction de ce régime. Même le Maariv titre dans sa page d'ouverture: Israël a entamé des frappes contre les réservoirs de pétrole ou d'essence iraniens.
Qu'écrivent les éditorialistes ce matin dans le Israël Hayom? Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire qui la semaine dernière nous suggérait d'envisager déjà une sortie de crise, semble avoir changé d'avis. Il affirme que l'objectif de Tsahal est de ne pas cesser ses raids tant que le régime n'aura pas été détruit. Danny Zaken explique que la phase actuelle de pilonnage intensif de Tsahal en Iran est destinée à briser la machine militaire iranienne. Gilad Ardan, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU et à Washington également, redessine les contours de ce qui pourrait être la nouvelle réalité dans les relations entre Israël et les États-Unis. Et il écrit: dans le cadre de cette incroyable coopération avec nos amis américains, il est cardinal de leur rappeler que l'objectif de cette confrontation est un réel changement de régime. Dans le Yediot Aharonot, plusieurs commentateurs se soucient de la stratégie de sortie de guerre. Le docteur Michael Mitstein estime qu'il faut savoir négocier le passage d'une victoire militaire à une démarche stratégique, et pour lui, il est important de ne pas être tenté par une volonté de redessiner le Moyen-Orient et de ne pas croire que la guerre peut conduire à une normalisation avec les pays arabes modérés. Ben Sion Davidi, lui, considère que la guerre en Iran offre une opportunité stratégique également pour bouleverser la réalité sécuritaire en Judée-Samarie. Ran Simet estime qu'Israël et les États-Unis doivent continuer à éroder, cette fois encore, les capacités stratégiques de l'Iran et à saper les socles du pouvoir à Téhéran. Le mot stratégie figure également en intitulé de l'éditorial de Ben-Dror Yemini dans l'Yediot Aharonot. Ben-Dror Yemini lance une mise en garde stratégique. Attention, nous avons perdu le soutien de l'opinion publique américaine. Sans un retournement de situation, même une victoire militaire pourrait se transformer avec le temps en une défaite. Et puis il y a ceux dans le Israël Hayom qui se focalisent plus particulièrement sur la situation au Liban. Une situation qui se complique. Une dizaine de soldats israéliens ont été blessés durant le week-end plus ou moins sérieusement le long de la frontière lors d'accrochages avec le Hezbollah. Un Hezbollah qui, contrairement aux déclarations, reste présent au sud du Litani. Et une estimation, les forces de la milice Radouane, environ 2000 terroristes disposant de milliers de roquettes, restent toujours présents dans le sud-Liban. Le journal mentionne les bombardements du quartier de la Daria dans Beyrouth Sud. Lilach Chouval et Shahar Kleinman considèrent que la victoire d'Israël sur le Hezbollah passe obligatoirement par une victoire à Téhéran. Yoav Limor, qui évoque lui aussi le dossier du mouvement chiite, rappelle que le Hezbollah s'est toujours prétendu être le protecteur du Liban alors qu'il risque de devenir son destructeur. Et puis, tous les quotidiens israéliens, les médias et les sites d'information relatent cette opération hors norme de Tsahal dans la Beka libanaise, une opération destinée à tenter de retrouver la dépouille mortelle du pilote navigateur Ron Arad, capturé au sud-Liban en 1986 et ensuite dont les traces ont disparu. L'opération qui s'est tenue dans la nuit de vendredi à samedi a conduit une unité d'élite de Tsahal dans un cimetière de la localité de Nebi Sheit au Liban. Visiblement, l'unité a voulu vérifier une information sur l'éventualité que la dépouille mortelle de Ron Arad y soit enterrée, mais apparemment les recherches effectuées sur place n'ont rien donné. Les sites d'information ont insisté sur le fait que toutes les rumeurs sur un hélicoptère de Tsahal qui aurait été abattu ou sur des soldats qui auraient été kidnappés étaient totalement fausses. La veuve de Ron Arad, Tami Arad, a demandé à Tsahal de ne pas mettre en danger la vie de soldats de Tsahal pour retrouver les ossements de son mari. Le Yediot Aharonot n'oublie pas que nous sommes le 8 mars, la journée internationale de la femme, en cette période de tension. Et le journal a choisi donc de rendre hommage à la première femme arabe israélienne musulmane qui a été désignée à une fonction importante sur le plan sécuritaire. Elle s'appelle Lili Saïda, du village de Manchit Sabda, qui est situé dans le nord du pays, tout près de la base de l'armée de l'air de Ramat David. Elle a été nommée au poste de président des équipes d'urgence régionales et elle explique que les missiles des Iraniens et du Hezbollah ne font pas de distinction entre juifs, musulmans et chrétiens dans le nord du pays ou dans l'ensemble du territoire israélien. Le Israël Hayom consacre, lui, une double page aux femmes israéliennes méritantes qui sont sur tous les fronts, on peut le dire, au sens propre et au sens figuré durant cette guerre, comme la docteure Rotem Elon, 43 ans, qui est médecin urgentiste et spécialiste des traumatismes, ou encore la docteure Shiri Daniels, qui est la directrice d'Eran, une association très célèbre en Israël qui apporte un soutien psychologique à des dizaines de milliers d'Israéliens en difficulté. Enfin, Eitan Orkibi, dans le Israël Hayom, revient sur les propos très crus du président Trump envers le président israélien Herzog autour du dossier de l'amnistie de Binyamin Netanyahou.
Le président Trump a une fois de plus haussé le ton et s'est insurgé contre le refus du président Herzog d'accorder la grâce présidentielle au Premier ministre, surtout en cette période de guerre. Et dans le Israel Hayom, Eitan Orkibi s'étonne de voir l'opposition israélienne dénoncer l'ingérence du président américain dans les affaires intérieures judiciaires d'Israël, alors que lorsque cela a servi ses intérêts, cette même opposition ne s'était pas gênée pour réclamer une ingérence américaine en Israël, comme lorsque dans les manifestations sur le boulevard Kaplan, on pouvait lire d'immenses banderoles « Biden vient nous sauver ». Eitan Orkibi écrit « Mais maintenant, nous sommes au cœur d'une nouvelle situation dans laquelle deux leaders d'une dimension historique coopèrent pour mettre à genoux l'Iran, et c'est dans ce contexte qu'intervient la demande de Donald Trump ». Fin de citation et fin de cette revue de la presse. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Rémi Daniel. Rémi, bonjour, Boker Tov. Bonjour Bokero. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chercheur à l'Institut INSS, à l'Université Reichmann et également spécialiste du dossier turc en particulier. Mais on va essayer d'élargir ce matin avec vous la voile de vos compétences pour essayer de mieux comprendre un peu ce qui se passe dans la région. La première question, je voudrais d'abord avec vous savoir, est-ce que vous avez le sentiment que au lendemain de la chute du régime, en supposant qu'elle intervienne relativement rapidement, il sera possible de conserver une unité nationale au sein de l'Iran, ou alors, par exemple, ce qui est en train de se passer peut-être avec les Kurdes, leur volonté peut-être de prendre part à la chute du régime, eh bien, ça risque de susciter, on va dire, peut-être même une guerre civile? Bon, alors, nous sommes dans une période où on le voit, et notamment dans les médias français et francophones, tout le monde est devenu spécialiste de tout, et spécialement de l'Iran. Je vais être un peu plus modeste et reconnaître que ce n'est pas le pays que je connais le mieux dans la région, mais de ce que j'entends de mes collègues, ceux qui vraiment travaillent sur l'Iran, c'est en effet que la société iranienne est une société extrêmement complexe, avec des minorités importantes. On parle beaucoup des Kurdes, il y a aussi les Azéris, etc., et que l'affaiblissement du pouvoir central, comme dans d'autres pays, et comme on l'a vu au cours de l'histoire, pourrait en effet donner l'occasion à ces forces centrifuges d'essayer de prendre leur autonomie vis-à-vis de Téhéran, et cela pourrait conduire en effet à une période de chaos, d'instabilité. Pour beaucoup de gens, le risque, c'est en effet de voir une situation qui serait proche de la situation en Syrie ou en Irak, ce qu'on a vu dans les dernières décennies, mais à l'échelle d'un pays beaucoup plus grand et d'une population beaucoup plus nombreuse. Alors, dans ce, on va dire, nouveau Moyen-Orient qui est en train de se dessiner sous nos yeux, on peut se poser la question, quel est le rôle de Tayyip Erdogan? Parce que, bien, Erdogan, on le sait, il est très proche de Donald Trump, mais aujourd'hui, est-ce que ce conflit sert les intérêts de la Turquie ou au contraire les dessert? Il est très clair que les Turcs regardent ce conflit avec un certain nombre d'inquiétudes. Nous nous étions parlé il y a environ un mois et demi, juste après les manifestations en Iran, et je vous avais dit que du point de vue de la Turquie, la situation en Iran avec un régime affaibli mais capable de tenir le pays était la meilleure solution possible. Évidemment, l'opération israélo-américaine en Iran change la donne. Et il y a maintenant un risque à Ankara des conséquences négatives de ce conflit sur la Turquie. Nous avons évoqué les minorités. La question kurde est une question importante pour la Turquie aussi. Il y a le risque d'une vague de réfugiés qui viendraient de l'Iran vers la Turquie, alors que la Turquie accueille déjà un certain nombre de réfugiés syriens. Il y a les conséquences économiques. La montée du prix de l'énergie serait extrêmement dommageable pour l'économie turque. Et donc, les Turcs sont vraiment opposés à ce conflit. Et vous avez raison, cela crée un dilemme alors que les relations entre Erdogan et Trump étaient excellentes jusqu'ici. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement turc et ses représentants considèrent que Israël est le principal responsable de l'opération actuelle, accuse Israël principalement. Ce n'est pas un énorme changement par rapport à ce qu'on a vu dans le discours turc des dernières années, mais ça permet aussi d'épargner les Américains et de maintenir peut-être
la porte ouverte à de bonnes relations avec Trump. Alors, la semaine dernière, on l'a remarqué, Erdogan a très rapidement exprimé ses condoléances attristées pour l'élimination, la mort de Ali Khamenei. Est-ce que ce ne sont pas des larmes de crocodile, dans la mesure où peut-être que justement, si l'Iran, qui était une puissance régionale, eh bien, devait être affaibli, ne serait-ce que par la chute du gouvernement, ou même peut-être par un morcellement interne, eh bien, la Turquie pourrait s'imposer comme une forme de puissance régionale. Vous avez raison de souligner qu'il y avait une espèce de concurrence régionale entre l'Iran et la Turquie, une concurrence qu'on voyait en Syrie, qu'on voyait en Irak, qu'on voyait dans le Caucase. Et très clairement, la Turquie a toujours dit qu'elle ne voulait pas que l'Iran reçoive l'arme nucléaire. Cependant, il y a un certain nombre de risques, ceux que j'ai déjà évoqués et que Ankara n'oublie pas. Et puis, dans cette vision de compétition régionale entre puissances montantes, finalement, la Turquie préférerait voir une compétition à trois avec l'Iran capable d'empêcher Israël, d'occuper Israël, de limiter les capacités d'Israël, plutôt qu'une compétition à deux dans laquelle Turquie et Israël seraient face à face, surtout quand on voit ce que l'armée de l'air israélienne est capable de faire et qu'on sait que la Turquie est particulièrement faible dans ce domaine spécifique de l'aviation militaire et de la défense antiaérienne. Dans cette redéfinition du Moyen-Orient, vous pouvez envisager que les Kurdes puissent avoir une certaine autonomie, c'est-à-dire que ce soit les Kurdes en Syrie, les Kurdes en Irak, les Kurdes en Iran. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ? D'abord, il faut bien comprendre que les Kurdes sont à la fois divisés entre 4 pays, avec 4 situations quand même assez différentes, aussi en extrêmement nombreux mouvements qui ne s'entendent pas tous. Ce qu'on voit, c'est que les Turcs d'Irak ont déjà une certaine autonomie de fait, et ils ont été finalement parmi les bénéficiaires de la guerre en Irak, même si les choses restent un peu tendues. On voit au contraire que en Syrie, les Kurdes se soumettent petit à petit au pouvoir d'Achara, et en Turquie aussi, le gouvernement turc essaye et a même obtenu officiellement la fin des combats de la part du mouvement terroriste PKK. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a des choses très différentes qui sont liées mais qui ne sont pas unies. Il est sûr que le plan dont on a entendu parler dans les médias de soutien israélo-américain à la minorité kurde en Iran aura des répercussions sur les autres pays dans lesquels il y a une minorité kurde, mais il est encore un peu tôt pour savoir à quel point cette influence sera positive ou négative pour les différents acteurs. Alors, on a un souvenir d'une déclaration de Donald Trump disant à Benjamin Netanyahou, je me fais garant de pouvoir réconcilier, j'utilise pas les mots exacts, mais en tout cas c'est le sens des propos du président américain, réconcilier Benjamin Netanyahou et Tayyip Erdogan. Est-ce qu'à partir du moment où l'État d'Israël s'impose comme une puissance militaire régionale, que l'Iran disparaît comme une puissance semblable, finalement, il peut y avoir une redéfinition des rapports de force et peut-être même un rapprochement entre la Turquie et Israël, ou c'est utopique ? Ça reste très très optimiste. Je ne sais pas si c'est utopique. Nous sommes dans une période où on voit dans le Moyen-Orient des choses qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 2 ans, donc je ne dirais pas que c'est impossible, puisque évidemment beaucoup de choses sont possibles, mais il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre de frictions très importantes entre Israël et la Turquie. Et je dirais une dernière chose à ce sujet, je pense que les pays qu'il faut bien regarder, ce sont les pays du Golfe. Ils peuvent soit renforcer Israël en créant un axe américain, Golfe, israélien contre l'Iran ou après la guerre en Iran, mais s'ils considèrent qu'Israël est finalement un pays qui crée des problèmes sur l'équilibre régional, la Turquie saura aussi en profiter pour créer un groupe de pays autour d'elle qui peut-être seront moins favorables à Israël. Donc nous sommes dans un Moyen-Orient en pleine ébullition et il est très tôt pour savoir quelle sera l'image de ce Moyen-Orient à la fin de cette guerre dont on ne sait pas combien de temps elle durera.
Eh bien, docteur Rémi Daniel, merci beaucoup pour toutes ces explications concernant cet angle, donc la Turquie et même, on va dire, les minorités en Iran, les minorités, le Kurdistan en particulier, bien entendu, dont on parle beaucoup ces derniers jours. Merci beaucoup nous avoir éclairé sur ce dossier. Bonne journée et bonne continuation, journée sereine de votre part également. Merci, bonne journée à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes commandant dans l'unité de la défense passive de l'armée israélienne. Et avec vous, je voudrais que l'on essaye de redéfinir, on va dire, les instructions très détaillées pour les Israéliens, pour les écoliers israéliens qui ne vont pas reprendre en visuel donc l'école aujourd'hui, mais seulement en Zoom. Et aussi, on va parler aussi dans la seconde partie de notre discussion de ce qui se passe dans le Nord en particulier, parce que, eh bien, apparemment, il devrait y avoir un traitement peut-être particulier pour les habitants du Nord qui vivent ces dernières 24 heures ou 48 heures, on va dire, une très forte pression militaire de la part du Hezbollah. Alors, on va reprendre, Yael, avec vous d'abord les directives telles qu'elles sont aujourd'hui, telles qu'elles ont été établies depuis le changement de directive de mercredi dernier. Jeudi à midi, c'est ces directives qui ont effectivement changé. On est passé du stade 4, le stade rouge, avec vraiment le strict, le maximum d'arrêt d'urgence, au stade 3, c'est-à-dire orange, depuis jeudi midi, où on peut avoir 10 personnes à l'extérieur qui se rassemblent et à l'intérieur 50 personnes, sous réserve bien sûr que ces personnes puissent aller jusqu'à un abri protégé, que ce soit ce qu'on appelle le mamad à l'intérieur de la maison ou bien un miklat tzibouri, c'est-à-dire un abri public, mais dans le temps qui est imparti en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans le centre du pays, vous avez 90 secondes, c'est-à-dire 1 minute et demie. Si vous êtes dans le tout nord du pays vers Naharia, vous avez entre 15 et 30 secondes. Donc évidemment, on doit se comporter en fonction de cela. Ça, c'est la première chose. On peut reprendre le travail, toujours en fonction de ces règles-là. Un abri pour 50 personnes qui se trouvent au travail, et pas plus. Et dans le temps qui est imparti pour les personnes qui retournent au travail. Vous allez évidemment me poser la question qui est très pertinente, c'est super, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants qui, eux, ne reprennent pas l'école, si ce n'est en Zoom, et nous, on est en présentiel au travail. Sachez que le Misrad HaAvoda, c'est-à-dire le ministère du Travail, a sorti une consigne hier après-midi que lorsque l'on a des enfants de moins de 14 ans ou bien des enfants avec des besoins particuliers qui ont moins de 21 ans, l'un des deux parents a le droit de rester à la maison pour pouvoir surveiller ses enfants. C'est une chose importante à dire. Je ne sais pas si tous nos auditeurs, que ce soit les vôtres, les miens ou les personnes le savent, mais lorsque l'on a un enfant de moins de 14 ans, on a le droit de rester à la maison pour pouvoir le surveiller, pouvoir subvenir à tous les besoins de la maison en réalité, puisque effectivement partir deux parents qui doivent retourner au travail et laisser des enfants tout seuls à la maison, c'était pas très logique. Voilà. C'est une transition, c'est une période qui est temporaire et qui est, je le sais, dans les graduations que l'on a, qui est pas toujours compréhensible et qui est pas toujours facile, mais le but c'est de faire l'équilibre entre la résilience qui est très importante et qui passe par le retour à l'économie et au marché et au travail, et le fait que effectivement on doit conserver la sécurité des enfants. Quand je vous parlais tout à l'heure des rassemblements, les rassemblements sont autorisés à 50 personnes pour les personnes de plus de 18 ans. Les enfants n'ont toujours pas le droit de se rassembler ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Alors il n'empêche, je ne sais pas si vous êtes allé faire vos courses avant Shabbat, mais je l'ai faite, moi, je les ai faites vendredi, et je me suis rendu dans un supermarché dont je ne citerai pas le nom, et il y avait, je peux vous assurer, bien plus que 50 personnes dans le supermarché, et je connais l'abri, l'espace protégé, il ne peut pas contenir 50 personnes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation ? C'est-à-dire comment on gère une situation, par exemple, comme les supermarchés, comme les centres commerciaux, où il y a des centaines de personnes ? Alors, tout d'abord, vous avez entièrement raison, et on a vu même ce genre d'infraction pendant la fête de Pourim, où on a explicitement demandé aux personnes de ne pas se rassembler, même dans les parkings, parce que les parkings ne sont pas faits pour ça, les abris ne sont pas faits pour ça, les abris sont faits pour les personnes qui n'ont pas comment s'abriter, ils sont pas faits pour avoir des fêtes. D'un autre côté,
Nous, au commandement du Front intérieur, on n'a pas du tout aimé ça, mais on comprend la volonté des gens de retourner à la vie et de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser terroriser par les ennemis. Et il y a cette espèce de combat entre la résilience et entre la sécurité. Vous me dites qu'il y avait au moins 200 personnes et l'abri en question n'aurait pas pu recueillir ces 200 personnes-là et même créer des problèmes réels de sécurité, trop de personnes les unes sur les autres. Dans ces moments-là, je conseille aux personnes qui sont autour de nous de limiter leurs déplacements, même essentiels, à savoir le supermarché, le docteur et autres, à des horaires qui sont peut-être moins aux heures de pointe pour éviter la cohue. Et évidemment, à chaque endroit où vous vous trouvez, savoir repérer d'ores et déjà où est l'abri pour justement ne pas vous retrouver dans une situation où vous êtes pris entre trop de personnes. Ce n'est pas légal. Mais en réalité, c'est très compliqué pour nous de venir et de faire la loi et d'expliquer aux gens. Les gens le savent. Les gens qui ne le savent pas ne se tiennent pas au courant. Il faut se tenir au courant. Mais il y a des raisons pour lesquelles on crée ce genre de directives, c'est des consignes, c'est pas des conseils, c'est des lois. C'est-à-dire, c'est pas oui, non, moi oui, moi non, moi je suis mieux que les autres, moi j'ai pas peur. Ça concerne absolument tout le monde. Moi, par exemple, pour arriver ce matin dans mes Miloïm, dans mon à l'armée, j'ai été en retard. Pourquoi j'ai été en retard? Parce que comme tout le monde, je suis resté jusqu'à ce que je reçoive du commandement du Front intérieur un message que je peux être libéré de mon mamad. Avant ça, je ne suis pas sorti. Donc c'est pas un conseil pour les uns et un conseil qui va moins aux autres. Ouais. C'est pour tout le monde la même chose. Alors, pour tout le monde, la même chose. Je vais rebondir sur cette dernière phrase pour vous poser la question concernant le Nord. Est-ce qu'on peut mettre tous les habitants du Nord dans la même situation que le reste du pays? Parce que on en parlait tout à l'heure avec le professeur Nathan Lévy-Falk qui est à Rosh Hanikra et qui disait nous n'avons même pas quelques secondes pour nous protéger. Nous sommes dans une situation un peu particulière. Lui, il voulait pas se plaindre, mais on a entendu dans les médias israéliens dès ce matin des plaintes de la part d'habitants du nord du pays, qui disent nous sommes en danger. Comment on ne peut pas avoir donné des directives particulières pour les habitants du nord? En réalité, les directives n'ont jamais changé. C'est-à-dire que lorsque vous entendez la sirène, je ne parle pas de l'alerte préliminaire de laquelle nous bénéficions comme un plus, c'est un cadeau. Lorsque les missiles viennent de l'Iran, ou alors, si c'est le cas très prochainement du Yémen, on a ces quelques minutes de prévention qui nous permettent d'améliorer notre position. Ça, c'est ce qu'on appelle un bonus.